la voix des routes et des silences. Bonjour. Depuis plusieurs semaines, on reparle d'élections en Haïti. Des conférences, des promesses, des dates évoquées et même des candidatures annoncées. Mais une question simple se pose. Comment parler d'élections dans un pays où l'on ne peut plus circuler librement? Haïti vit aujourd'hui une crise sans précédent. Les routes sont coupées, les écoles fermées, les familles divisées. Les balles remplacent les bulletins, et la peur est devenue la loi la plus respectée. Pourtant, certains insistent, il faut voter. Mais voter pour quoi? Pour qui? Quand l'État ne protège plus, quand la police n'a plus de moyens, quand les gangs contrôlent la capitale, parler d'élection devient presque une insulte à la réalité. Haïti ne manque pas de voix politique. Ce qui lui manque, c'est une oreille pour écouter la douleur du peuple. Et pour comprendre ce pays, il faut écouter ceux qui en viennent, ceux qui l'ont quitté, et ceux qui espèrent encore y retourner un jour. Voici leurs histoires. Premier témoignage. Le jeune du Chili. Le premier, je l'ai rencontré au Chili. Un jeune homme, travailleur sur un chantier, sans papier, sans protection. Il m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. Ce n'est pas moi qui ai quitté Haïti, c'est Haïti qui m'a quitté. Il n'avait pas fui son pays, il avait fui la misère. 12 heures de travail par jour, une petite chambre louée, et chaque mois, un peu d'argent envoyé à sa mère restée au pays. Malgré tout, il parlait d'Haïti avec respect. Il m'a dit « Je ne suis pas contre les élections, mais comment voter quand on vit dans la peur, quand les bandits font la loi et que la justice ferme les yeux ?» Ce jour-là, j'ai compris que la diaspora n'est pas partie par choix. Elle a été poussée dehors. Deuxième témoignage. L'infirmière du Brésil. Au Brésil, j'ai rencontré une femme, une infirmière dans la trentaine. Son rêve, c'était de rentrer un jour en Haïti pour ouvrir une petite clinique. Mais la réalité l'a obligée à rester. Seule, avec 2 enfants, elle a connu la solitude et la précarité. 12 hommes sont passés dans sa vie, non par caprice, mais parce qu'elle cherchait de la stabilité dans un monde instable. Elle priait encore pour Haïti. Et elle m'a dit cette phrase simple mais lourde de sens. « Moi, je ne suis pas contre les élections. Mais les élections pour qui? Pourquoi ?» Cette phrase résume l'épuisement du peuple haïtien. Un peuple qui n'est pas contre le changement, mais contre les promesses sans lendemain. Troisième témoignage. Le jeune caché aux États-Unis. Aux États-Unis, j'ai croisé un autre jeune homme, 24 ans. Il vivait caché, craignant ICE, l'agence de l'immigration. Il m'a dit « Je me cache de l'Amérique, mais je ne peux pas me cacher d'Haïti. » Chaque soir, il regardait les nouvelles en espérant ne pas reconnaître le nom de sa mère parmi les victimes. Il m'a aussi confié. L'argent qu'ils veulent mettre dans les élections, ils devraient l'utiliser pour désarmer les bandits. Pour lui, cette élection est une façade. Depuis 2021, Haïti ne produit plus rien, disait-il. Mais il faut que l'argent circule quelque part. Alors on invente des crises, des plans, des élections. Ce jeune homme croit que chaque crise devient un marché et que chaque budget international cache des intérêts. Et il n'a pas tort. Quatrième témoignage. L'homme du Canada. Au Canada, j'ai rencontré un autre Haïtien, installé depuis plus de 15 ans. Il avait réussi. Une vie stable, une maison, un bon emploi. Pourtant, il m'a dit « Le pire, c'est de réussir loin de chez soi. » Il envoyait de l'argent à sa famille, finançait des projets, jusqu'au jour où il a compris qu'il entretenait un système bloqué. Je préfère payer les études d'un enfant ici que d'envoyer un centime dans un trou sans fond. Ce n'était pas du mépris, c'était une manière de dire « J'aime mon pays, mais je ne sais plus comment l'aider. » Cinquième témoignage. L'homme de Paris. À Paris, j'ai parlé avec un autre compatriote. Il m'a dit « Pendant que le peuple saigne, la diaspora s'insulte sur les réseaux sociaux. » Et il avait raison. Nous sommes devenus des spectateurs de notre propre souffrance. Les débats remplacent l'action. Les likes remplacent la solidarité. Il m'a dit encore « Les réseaux sont devenus nos cimetières émotionnels. On y enterre notre unité. » Ces mots sonnent comme un avertissement. Parce que pendant que nous parlons, ceux qui souffrent n'ont plus de voix.
Haïti, 6e témoignage. Ceux qui sont restés. Et puis, il y a ceux qui n'ont jamais quitté Haïti. Ceux qui n'ont pas de passeport, pas d'avion, pas d'alternative. Une femme m'a dit un jour, « Mwen fatige, men mwen pas l'âge. » Je suis fatigué, mais je ne lâche pas. Ces mots résument tout. La fatigue d'un peuple qui ne cède pas. La dignité d'une nation qui refuse de s'effondrer complètement. C'est pour ces gens-là que je parle aujourd'hui. Conclusion. Le regard du témoin. Le vrai problème d'Haïti, ce n'est pas seulement la pauvreté. C'est le silence. Le silence des institutions. Le silence des consciences. Et parfois, le silence de ceux qui savent, mais qui ne disent rien. On parle d'élections, mais comment voter sans dignité? Avant de déposer un bulletin, il faut pouvoir marcher sans peur. Avant d'espérer un président, il faut espérer un avenir. Le peuple haïtien ne refuse pas de voter. Il refuse de mourir pour voter. Et c'est là toute la vérité que personne ne veut affronter. Haïti ne renaîtra pas par les urnes. Haïti renaîtra par la conscience. Le jour où la peur cessera d'être un pouvoir et où la vérité cessera d'être un risque, ce jour-là, Haïti respirera de nouveau.